Bonjour. Il va être question de jours aujourd'hui. De compter les jours, de maîtriser les jours passés, les jours prochains. Première question. À quel point maîtrisez-vous, maîtrisons-nous notre propre temps? Et quelques cas pratiques. Où est la Lune aujourd'hui? Quelle phase? Qui le sait? Hein? Autre question, alors la très pratique. Le prochain 15 août, plutôt celui de 2017. Ah. Qui sait quel jour ce sera? Quel jour de semaine? Bon, vous me direz, c'est pas important, c'est l'année prochaine. Non, ce qui compte, c'est celui de cette année. Nos amis musulmans ont commencé le ramadan il y a une semaine. Donc, réponse à la Lune, on est à peu près à 5-6 jours. Et quand est-ce que ça finit? Oui, bon, posez la question, puisqu'on sait le début de la réponse, puisqu'on sait le début, on sait à peu près la fin. Donc 30 jours après le début. La journée d'aujourd'hui, combien d'heures elle dure-t-elle? Et celle de demain, celle d'hier, et quand est-ce qu'on sera au maximum? Voilà, le 21. Ça, on le sait. C'est le 21. C'est toujours à peu près le 21 dans notre calendrier curieux qui fête ce genre de choses le 21. Dans le temps, c'était le 25, mais il avait déjà un peu décalé. Bon. Alors, toutes ces questions sont intéressantes parce qu'elles parlent du Soleil. Elles parlent de nos entités essentielles. La toute première, c'est celle dont Michel nous a parlé. Le jour. Le jour. Tout animal, toute plante a le jour en elle. C'est un cycle qui est obligé, qui est nécessaire, qui est dans nos fibres. C'est tellement vrai que je ne connais pas de langue où on distingue correctement la désignation de 24 heures qui se suivent et la désignation de le moment où il y a le soleil. Toutes les langues parlent du jour, c'est à la fois entre le réveil et le sommeil, mais c'est aussi le cycle complet. Pour pouvoir parler du réveil et du sommeil, on parle du jour et de la nuit. Et le jour plus la nuit, ça donne un jour. Donc tout ça est important parce que c'est pour ça la source qui coule et qui cherche le jour, le récit qui parle des 7 jours de la création du monde. Ils sont fondés sur l'idée que le jour nous façonne. Et il est tout à fait essentiel. Et l'on compte par jour les heures, les minutes, les secondes, tout ça, ça a été conçu à partir du jour. C'est remis en question aujourd'hui, mais depuis même pas un siècle, parce qu'on vient de s'apercevoir que la Terre ralentit tout doucement. Et donc, elle a un peu plus de 86 400 secondes chaque jour. Et dans quelques millénaires, il y aura une différence importante. Mais les hommes qui ont évolué, qui se sont créés, qui ont appris à parler les uns avec les autres, entre tribus, c'est ça qui les distingue vraiment des animaux. Les animaux forment des tribus, ils se parlent entre eux, bien sûr, ils ont des contacts, on le voit très bien. Mais les hommes ont été capables de parler à l'autre. Ça, c'est le grand progrès. Et il a fallu qu'ils désignent des périodes. Il s'est passé ça il y a un certain temps. Eh bien, quelle est l'unité qui a permis de faire ça? C'est le mois lunaire. Parce que la Lune, c'est remarquable, on la voit. Elle vous donne l'heure. Elle vous donne le mois. Il suffit de la lire. C'est pour ça qu'en islam, on vous dit, le mois, c'est la Lune. Et donc, dans les grands calculs, on disait que le premier Ramadan, ce serait mardi dernier. Non? Non, disent les observateurs. Regarde le croissant qui apparaît dans la soirée de dimanche soir. Donc le premier Ramadan, c'est lundi. C'est la Lune qui nous le dit. C'est très intéressant parce que c'est avec cette notion-là que les gens ont appris à se parler d'un peuple à l'autre.
Et puis, il y a une unité qui s'est créée, qui est vraiment une unité sociale, celle-là. La semaine. La semaine, c'est une convention. C'est vraiment l'homme qui a créé ça. On se voit une fois tous les N jours, alors parce que ça n'a pas été tout de suite la semaine de 7 jours, puis peu à peu on est arrivé à la semaine de 7 jours, reconnue dans le monde entier. C'est tout à fait remarquable, ça. Il n'y avait aucune raison que ça se fasse. Ça s'est fait. Reconnu dans le monde entier et avec le même compte. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit la semaine commence lundi. Non, mais c'est pas vrai. Elle commence dimanche, bien sûr. Dimanche est aussi le 8e jour. Mais c'est le premier jour, c'est le jour du soleil. C'est désigné par le symbole du soleil en japonais. Hein, c'est le soleil qui se lève. Et lundi, c'est le jour de la lune. C'est la deuxième entité, bien sûr. Alors ces cycles, ils sont faciles. On a besoin de personne. Chacun peut les sentir. Mais l'humanité a fait un énorme progrès. Elle s'est aperçue que la Terre respirait au cycle d'à peu près une année. Les jours étaient plus longs, puis plus courts, et de nouveau plus longs. Et ça, ce cycle-là, il n'y avait rien pour l'observer, rien pour le marquer. Hein? Il a fallu trouver des marques qui soient reconnues par tous pour pouvoir dire « Ah ben maintenant, il va falloir penser à semer, on va pouvoir faire nettoyer la maison, on va pouvoir faire des travaux, on va pouvoir faire des choses. » Il n'y a pas de cycle simple qui pouvait l'expliquer. Or, il y a environ 10 000 ans, 12 000 ans, l'agriculture s'est développée. Certains disent d'ailleurs que ce n'est pas forcément un progrès de l'humanité. Ça, je ne vais pas prendre parti là-dessus. Mais l'agriculture s'est développée. Et l'agriculture, elle a crucialement besoin de connaître le cycle des saisons. Les cycles qui précèdent ne suffisaient pas du tout. Donc, il fallait absolument pouvoir scander ces cycles. Et ça n'a été possible que par certaines personnes. Alors moi, je les appelle les pontifes. Vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les premiers astronomes, ou plutôt les premiers astrologues, c'est-à-dire les gens qui pouvaient, à partir des astres, tenir un discours. C'est extrêmement important. Les tout premiers astrologues, ce sont ceux qui ont su observer que quand réapparaissait une étoile juste avant le lever du soleil, c'était le solstice et ça annonçait la crue du Nil. Ce sont les astrologues égyptiens. Et donc, après, ils sont devenus astrologues au sens classique parce qu'on leur dit « Ah, grand génie, grand devin, tu dis que la crue va arriver demain, mais parle-moi de mon fils, parle-moi de mon épouse, parle-moi de mon destin, puisque tu sais dire ce qui arrive dans le monde. » Bon, alors, la profession s'est un petit peu peut-être déviée, je ne sais pas. Encore qu'il y a des choses qu'on arrive à voir. Mais voilà, le premier rôle, c'était de dire, voilà, notre collectivité va subir quelque chose d'important, elle doit agir. Et tout le monde n'avait pas accès à ce savoir. Alors, beaucoup de siècles plus tard, alors que les pontifes régnaient et disaient « Ah bon, cette année, on met le mois supplémentaire, le mois au cours duquel on paye les mercenaires. Hein » Ça, c'était le 13e mois romain. C'est le mois au cours duquel on payait les mercenaires. Non, mais c'est absolument vrai. Hein. Alors, de temps en temps, c'est vrai que les pontifes oubliaient de le mettre. Non, hein, voilà, c'est une chose qui arrive. Et donc, les Romains, les Grecs aussi, hein, trouvaient que ce système était un petit peu compliqué, soumis à des arbitraires. Alors, on voit très bien ce que c'est que les arbitraires aujourd'hui qui troublent un peu la vie publique. Et César, qui, je le rappelle, a eu une liaison assez continue avec Cléopâtre, reine d'Égypte, s'est aperçu qu'on pouvait faire un calendrier beaucoup plus régulier, beaucoup plus simple, et surtout qui ne serait pas à la merci des pontifes. Donc lui, en tant que pontife, il était Pontifex Maximus, César, n'oubliez pas. Le titre a été repris par les papes qui étaient aussi à Rome. Ce sont toujours eux qui ont réformé le calendrier. Eh bien, il a décidé que les pontifes devaient avoir un rôle mineur et que le calendrier devait être connu de tout le monde. C'est un retour à l'appropriation de la maîtrise par chacun de nous. Alors, voilà. D'abord, créer des règles simples.
j'appelle ça algorithmique, qui puisse être abordé par tout le monde. La règle est très simple, tout le monde la connaît aujourd'hui. L'année fait 365 jours, sauf une fois tous les 4 ans, elle fait 366. Tout le monde comprend ça. Les enfants apprennent ça à l'école, tout le monde a vécu ça. Nous tous, c'est ce que nous vivons. Nous vivons des années qui, régulièrement, une fois tous les 4 ans, auront 366 jours. Nous ne connaîtrons rien d'autre. Pour ce faire, il s'est appuyé sur les meilleurs scientifiques. Donc César a promulgué, mais il s'est appuyé sur Socygène, il s'est appuyé sur des astronomes qui connaissaient les calendriers d'Égypte et d'autres pays. Et son idée, c'était de faire un calendrier solaire, adapté à l'agriculture, qui se calait donc sur l'année tropique. Nous vivons tous les jours, nous ne nous apercevons pas à quel point ça a été un changement de culture important, nécessaire, et qui a permis le grand développement de l'Empire romain, dont finalement la civilisation occidentale est issue, dans sa diversité. Mais, malheureusement, il a été obligé de céder à quelques traditions qui a laissé quelques faiblesses dans le calendrier lui-même, dans son découpage à l'intérieur de l'année. Pas d'une année à l'autre, mais à l'intérieur de l'année. Notamment, il est obligé de faire des compromis, parce que les Romains étaient très superstitieux. Et les Romains étaient déjà attachés au chiffre 10, comme plus tard les révolutionnaires français, comme on va le voir. Et donc, en fait, le calendrier romain, il est fondé sur 2 cycles de 5 mois, donc 2 fois 5 mois. Et puis, comme ça fait pas une année, ça, ah ben on ajoute 2 années qui sont 2 mois, pardon, qui sont un petit peu en désordre. Mais le secret, c'est de commencer au mois de mars. Vous commencez au mois de mars, vous avez exactement 2 cycles comme celui-ci, 31-30, 31-30, 31. Et vous repartez sur un nouveau cycle, ça commence au mois d'août, 31-30, 31-30, 31. Vous arrivez à décembre, décembre le 10e mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, 7, 8, 9, 10. Quand vous êtes arrivé à décembre, il faut rajouter 2 mois. Alors vous repartez sur 31, parce que les débuts cycles, c'est toujours 31. Et puis février, c'était le mois des morts, le mois des libations, le mois des soldes. Il ne restait plus que 28 jours. Et on mettait 29 jours, on le mettait à la fin de l'année. C'était très logique. On va reprendre ça. Mais il y a d'autres calendriers qui font ça. Le calendrier persan fait ça, bien sûr. On met le jour supplémentaire à la fin de l'année. C'est beaucoup plus simple. Et puis en plus, quelques années plus tard, on a changé le début d'année de mars à janvier. Alors bon, on ne pouvait plus rien comprendre là. On avait ce mois supplémentaire, on avait ce jour supplémentaire qui était à la fin du second mois, on décalait tous les rangs des jours suivants, on ne trouvait plus les cycles. Alors septembre était le 9e mois, bon, tout ça était un petit peu complémentaire, un peu curieux. Et surtout, comme les Romains étaient superstitieux, il ne fallait pas que les saisons commencent au 1er du mois. Il fallait qu'elles commencent avant. Alors au départ, c'était le 25. C'est pour ça que Noël est le 25 décembre, je vous signale. Et parce que Noël, c'est le début de la première année. C'est le solstice. C'est pour ça. Mais c'est pas un hasard. Ça a été conçu comme ça. Personne ne sait à quel moment de l'année le Christ est né. Même l'Église. Personne ne sait. Il n'y a aucune indication. Il serait peut-être plutôt né en mars-avril, parce qu'il y avait, paraît-il, des bergers tout ça. Bon. Personne n'a dit, aucun texte ancien ne dit qu'il est né en plein hiver. Mais c'était un excellent début d'année. Je n'insisterai pas là-dessus, mais le choix de l'année, c'est un choix astronomique. Alors, ce calendrier a quand même fait les beaux jours. Il a même été adopté par l'Église. Toutes les religions ont créé leur calendrier. L'Église chrétienne n'a pas créé de calendrier. Elle a pris le calendrier romain. Elle a simplement fixé la date de Pâques. Mais n'a pas créé de calendrier. C'est tout à fait étonnant. Ça a failli être le cas. Le calendrier copte, c'est une tentative de création d'un calendrier chrétien. C'est très intéressant. Au bout de quelques siècles, malheureusement, l'alternance de l'année bissextile tous les 4 ans, stricte, faisait que le calendrier se décalait progressivement par rapport aux saisons. Alors,
Est-ce que ça avait de l'importance, puisque de toute façon, le calendrier n'était pas calé dans les saisons? Mais oui, ça avait de l'importance pour une seule raison, la date de Pâques. Pâques, c'est très important, c'est la pleine lune de printemps. Pleine lune de printemps qui a tout à fait du sens. Cette pleine lune de printemps, c'était donc la pleine lune qui a créé la marée d'équinoxe, grâce à laquelle les Hébreux ont pu traverser la mer Rouge. C'est tout à fait clair. C'est une marée très forte. Moïse le savait, bien sûr. Moïse le savait. Dieu aussi. Mais les miracles, c'est toujours les choses qui se passent au bon moment. Ça, c'est le catéchisme qu'on m'a fait. Les miracles, c'est toujours ce qui se passe au bon moment. C'est pas de la magie, c'est ça se passe au bon moment. Et ça s'est passé là. Il est parti là. Il y avait la pleine lune, c'était l'équinoxe. Il y a une marée d'équinoxe. Ils sont passés la nuit, bien sûr, au moment de la marée basse. Et les Égyptiens ont suivi. Ça a été comme le Mont Saint-Michel. Il n'en est pas resté un. Donc Pâques est nécessairement la pleine lune de printemps. Et un concile avait dit, ah ben ce sera la pleine lune qui suit le 21 mars, donc on se référait au calendrier. On n'avait pas créé de calendrier, mais on se référait au calendrier romain. Ce sera la pleine lune qui suit le printemps, ou qui est le 21 mars, ou après, et on prend le dimanche qui suit. Donc à partir de ce moment-là, l'Église ne pouvait que réformer le calendrier, elle ne pouvait pas en faire un nouveau. Et donc, c'est un autre pontife, et déjà César pontife, c'est un autre pontife qui a réformé, un autre pontife romain qui a réformé le calendrier. Alors, avantage, évidemment, on a retrouvé la précision par rapport à l'année tropique. On ne décale d'un jour que tous les 3000 ans, 3300 ans. J'y reviendrai. On a fait des règles d'intercalation qui sont fondées sur un cycle. Ça, c'est important, parce qu'il y avait d'autres solutions. L'autre solution, c'est de dire de temps en temps, c'est tous les 4 ans, de temps en temps, c'est tous les 5 ans, puis c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 4 ans. Ça, c'était compliqué. C'était remettre de l'arbitraire. Et là, dit non. On fait un cycle de 400 ans, et dans ce cycle, il y a 3 années qui auraient dû être bissextiles et ne le sont pas. Voilà la règle. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'aurons pas à la vivre, cette règle. Parce que nous n'avons eu que des années bissextiles normales, et une année de 100, qui est une année multiple de 100, qui est une exception parmi les années multiples de 100. Donc l'année 2000 était bissextile, alors que normalement les années de 100 ne sont pas bissextiles, mais les années multiples de 400 le sont. Et donc nous n'avons rien vu. Voilà, nous vivons dans la nature. La règle grégorienne, c'est que sont bissextiles les années multiples de 4, sauf les années multiples de 100. Donc l'année 1900 n'est pas bissextile, contrairement à ce que vous affirme Microsoft dans Excel. Dans Microsoft Excel, le 29 février 1900 existe. Il n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Donc l'année 1900 n'est pas bissextile, l'année 1800 n'est pas bissextile, l'année 1700 non plus. Mais 1600 était bissextile et 2000 était bissextile. Voilà. Donc, les années 200 ne sont pas bissextiles, mais les années multiples de 400 le sont. Voilà la règle grégorienne. Et donc, c'est bien un cycle. C'est fondé sur un cycle de 400 ans. Il a essayé, mais il n'a pas réussi parce qu'il avait Mac contre lui, et Mac, lui, ne se trompe pas. Sur Macintosh, ça marche. Pas sur Microsoft. Donc, il a une concurrence. Voilà. Alors, malheureusement, ce que n'a pas réussi à faire le pontife Grégoire XIII, c'est à changer les mois. Il n'a pas pu le faire puisqu'il était obligé d'appliquer des règles qui étaient admises par l'ensemble de l'Église. N'oubliez pas que ça s'est fait en 1582. On sortait des guerres de religion. Ça a été très compliqué. Et je vous montrerai que cette réforme, eh bien, elle ne s'est pas mise dans tous les pays d'un seul coup. Ça a mis un petit peu de temps. Alors, il y a eu d'autres expériences de remplacement du calendrier. Il y a eu bien sûr le calendrier révolutionnaire. Alors, c'était bien.
Oui, Thermidor, Messidor, Fructidor, c'était très joli. Tous les jours évoquaient quelque chose de la nature. C'était très bien fait. D'accord? Le début d'année, t'es calé à l'équinoxe d'automne. C'est assez naturel, c'est la rentrée, etc. Les mois sont réguliers, mais trop réguliers. Tous les mois font 30 jours. Donc on est obligé de rajouter 5 ou 6 jours à la fin. C'était le même principe dans le calendrier copte. La grave erreur, c'est qu'ils ont essayé de casser la semaine. Et ça, toutes les expériences qu'on a faites là-dessus ont été un échec. Vous vous rendez compte? Si on change le rythme de la semaine dans un pays, mais c'est plus possible aujourd'hui. Tous les pays fonctionnent sur le rythme de la semaine. Et puis en plus, la règle par laquelle on ajoutait un sixième jour à la fin, enfin un jour supplémentaire, elle n'était pas très claire. Il y avait des ambiguïtés possibles. Donc, c'est un autre concurrent au pontife, Napoléon, qui a remis le calendrier grégorien en France. Alors aujourd'hui, voilà. Fort de ces réflexions, j'ai voulu proposer un nouveau calendrier. Pardon. Je ne sais plus où j'en suis du coup. Voilà. Voilà. Ça vient. J'ai l'impression qu'il est calé là. Voilà. Milésien. Que vous évoque Milésien? Alors ça évoque millésime, c'est vrai. En fait, ça évoque Milet, la ville de Milet, la ville antique de Milet. Oui. Il y a d'abord une personnalité importante qui est issue de Milet, Thalès, le premier astronome. Selon Hérodote, donc c'est une source à peu près fiable, c'est lui qui aurait dit l'année tropique, c'est pas 365 jours, c'est 365 jours un quart. Le fait de l'avoir dit, c'est quand même tout à fait étonnant. Avoir compris que c'était ça. C'est aussi la ville de l'urbanisme. Elle a été détruite, parce que Milet, c'était quand même entre l'Empire perse et les Grecs. Donc, elle a eu... c'était un peu... elle a eu quelques difficultés. C'est la cité des philosophes présocratiques. C'est-à-dire des philosophes de la nature qui disent le jour, c'est pas parce qu'Apollon se lève et descend. Le jour, c'est parce qu'il y a un astre qui bouge dans le ciel. Il y a un mouvement. Voilà, donc ce sont les premiers, comment dirais-je, les premiers physiciens, les premiers à avoir essayé d'établir des lois de la nature. Oui, tous ces penseurs-là sont issus de cette pensée. Donc c'est extrêmement important. Ce sont les premiers urbanistes aussi, ceux qui ont essayé d'organiser l'espace public par rapport à l'espace privé. Le calendrier, c'est bien ça, c'est organiser la manière dont on parle publiquement des jours. Alors comment marche-t-il ? Voilà le cycle tropique d'une année. Les mois sont calés sur les saisons. Alors ce sont des saisons moyennes, parce que notre Terre, vous savez, elle est capricieuse. Elle ne fait pas un cercle parfait autour du Soleil. Elle fait une ellipse. Et donc il y a des saisons qui sont plus longues que d'autres, de plusieurs heures. Ça fait d'ailleurs que le midi vrai, c'est-à-dire le moment où le Soleil se trouve réellement au plus haut de l'horizon, c'est pas le midi, même le midi du méridien, ne parlons pas en plus des fuseaux horaires. Ça bouge, un peu avant, un peu après. Mais pour qu'on puisse faire des montres qui soient simples, eh bien on fait des mouvements qui, en moyenne, disent que le Soleil est au plus haut, un peu avant ou un peu après l'indication de midi sur nos montres. Et bien là, c'est la même chose. Les saisons réelles sont un tout petit peu décalées, quelques jours, 2 jours, pas plus, 2-3 jours. Mais en moyenne, elles se déroulent comme ça. Les mois, ils font 30, 31, 30, 31, 30, 31. Donc, tout bimestre fait 61 jours. Vous vous rappelez que sur vos écrans, sur vos cadrans, vous avez 60 minutes. Là, c'est 61. Pas très différent. Sauf le dernier. Parce que le jour supplémentaire, eh ben, on l'ajoute à la fin. Comme font tous les gens raisonnables, comme fait le calendrier persan, comme faisait le premier calendrier romain. Et alors, très important, tous ces mois,
Vous voyez les noms en français? Le chiffre suivi de la lettre M. On peut faire ça dans toutes les langues. Parce qu'après tout, il y a des calendriers solaires qui sont pas si mal. Le calendrier national indien, il est rationnel. Le calendrier persan, il est rationnel aussi. Mais par contre, il faut apprendre les noms de mois. Hein? Alors, ces mois ont en plus du sens, ils sont porteurs de quelque chose. Comme les premiers mois romains, Mars, c'était le moment où on pouvait refaire la guerre. Hein? C'est pour ça qu'ils appelaient Mars. Bon, évidemment, ce sens est oublié pour nous aujourd'hui. Mais au moins, voilà, on a quelque chose de neutre que tout le monde peut comprendre, c'est le numéro du mois. Les Japonais, quand ils ont adopté le calendrier grégorien, ils ont pris, effectivement, le numéro du mois, suivi du signe, qui veut dire lune, qui veut dire mois, bien sûr. Donc c'est la même idée. Donc les noms français, c'est en fait une sorte de refrancisation des noms latins qu'on peut imaginer. Alors, plein d'avantages. D'abord, on représente très bien les saisons avec ça. D'une manière suffisante. Le fait que le soleil passe exactement à tel endroit, à telle intersection du plan, oui, c'est bien, mais ce qui compte, c'est quel est le moment où la végétation va reprendre. Les mois sont réguliers, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tout bimestre fait 61 jours. Vous n'avez des différences entre les mois que très faibles. Tous les noms de mois peuvent être déclinés dans toutes les langues, très facilement. J'ai essayé dans les langues européennes, que je connais un petit peu, mais je suis sûr que c'est possible dans toutes les langues. Essayez de le faire dans des langues un peu exotiques que vous connaissez, je suis sûr que c'est faisable. Très important, ce calendrier, il est convertible avec le calendrier grégorien. C'est-à-dire que les règles d'intercalation, les règles d'années dites bissextiles sont les mêmes. Et donc, évidemment, comme le calendrier grégorien commence l'année au 21, enfin le solstice au 21 décembre, il faut se souvenir que c'est le 21 décembre, et d'autres mois c'est le 22, parfois c'est le 21. Bon. Et dans l'autre sens, le premier du calendrier grégorien, c'est le plus souvent le 11 du millésien, parfois le 10. Bon, il faut s'en souvenir. Mais il n'y a pas beaucoup d'exceptions, et surtout ce sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et notamment, le 21 mars, jour très important pour le calcul de la date de Pâques, c'est le 30 tertem, toujours. C'est le dernier jour du troisième mois. Les dates sont très précises. Alors, on va voir tout à l'heure sur un exemple simple. Hein. C'est-à-dire que on vous fait apprendre par cœur des dates, la date de la bataille de Salamine. On vous fait apprendre en grégorien, d'abord en calendrier julien, qui n'existait pas encore. Et puis, vous vous souvenez qu'on a fêté récemment l'anniversaire de la mort de Shakespeare. Dommage, la date était fausse. Je vais vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis, on respecte la semaine. Non seulement on la respecte, mais on simplifie beaucoup les calculs. Pourquoi? Parce que 9 semaines, c'est 63 jours. 2 mois, c'est 61 jours. Et donc, il y a des règles très simples sur la semaine. Je vous montrerai ça en dehors de la conférence, parce que c'est quand même un peu plus compliqué, mais j'ai des exemples. Quelque chose d'extrêmement important sur ce calendrier, ça c'est un mot un peu barbare de mathématicien. L'intercalation postfixe intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous montre les exemples. Dans le calendrier, un bimestre, c'est 2 fois 30 jours, plus le 31e jour à la fin. Postfixe, à la fin. Une année, c'est 6 fois ce bimestre de 61 jours. Ah, mais parfois moins 1. C'est à la fin qu'on enlève le jour. Ou qu'on le remet. Mais continuons. 4 années. Dans le calendrier millésien, ça commence par des années ordinaires, que j'appelle l'année cave, donc plus courte, et à la fin, on met l'année plus longue, et donc son jour supplémentaire est à la fin. L'intercalation postfixe. Un siècle, c'est pareil, c'est 25 fois des années des quadriennies ou olympiades, 4 années. Mais la dernière est parfois plus courte. Le jour est enlevé à la fin. Enfin,
Bon, enfin dans les règles grégoriennes. 4 siècles, c'est 4 fois les années, les siècles que j'ai vus, mais le dernier siècle, lui, par exception, on ajoute un jour à la fin. Toujours à la fin. Eh bien, tant qu'à faire, j'ai proposé que dans ce calendrier, on puisse corriger la petite erreur résiduelle du calendrier grégorien. Eh bien, c'est facile. C'est, on a dit, tous les 3300, 3200, 3300 ans, 3200. Mais 3200, c'est 8 fois 4. C'est 8 fois 400. Eh bien, ça c'est une ère, c'est pas première, c'est une ère millésienne. C'est 8 cycles de 400 ans. Mais le dernier cycle, par exception, a un jour de moins. Alors, ne vous inquiétez pas. Le cycle actuel, il commence à l'an moins 800. Et éventuellement, si le monde d'ici là se met d'accord, il se finira en l'an 2400. Je ne connais pas beaucoup de dates historiques avant 800 avant Jésus-Christ. Je rappelle que Rome a été fondée en 752, en moins 752, vous voyez. C'est là qu'on a commencé à pouvoir parler du calendrier julien. Bon, et puis, fixer une date précise au-delà de 2400, moi je veux bien qu'on me donne rendez-vous, je ne suis pas sûr d'y être. Mais voilà, je pense qu'on a le temps. Alors, très important, vous voyez, chaque fois qu'on ajoute, on retient un jour, c'est à la fin d'un cycle. D'où l'importance de travailler sur le cycle. Alors, à quoi ça sert? Ben voilà, voici un petit exemple qui est issu d'une cité qui est proche de chez nous, Valette-sur-Mer. Il est question d'un projet d'éolienne qui fait couler beaucoup d'encre. Ça, c'est une photo de l'auteur du projet, au départ. Et on analyse à quel moment le soleil se couche pendant les mois entre les équinoxes, en réalité. Puisque en premier quartème, c'est l'équinoxe de printemps, et le premier décembre, c'est l'équinoxe d'automne. Il se trouve que c'est juste dans ces moments-là que le coucher de soleil est visible de la digue, puisque avant, finalement, le soleil se couche derrière les falaises. Eh bien, quand on exprime en millésien, les dates clés, c'est très simple. Vous avez premier quartème, ça correspond au premier décembre, évidemment, aux équinoxes, pratiquement à quelques petites erreurs près, parce que effectivement la Terre ne tourne pas tout à fait rond, etc. Le lieu du coucher de soleil est le même. De même, vers le 16 quartème, c'est la même chose que le 16 novembre, le milieu du mois. Il y a une symétrie parfaite. La fin de quartème correspond au début de novembre. Si on devait faire ça en calendrier grégorien, je ne vous explique pas. On est obligé de prendre des dates au milieu, donc des dates qui ne veulent pas dire grand-chose par rapport au mois. D'accord ? Alors ça c'est un petit peu anecdotique. C'est à côté de chez nous. On peut jouer à ça tout près. Mais il y a d'autres analyses qui sont tout à fait à l'ordre du jour. Le mouvement annuel de la calotte glaciaire. Ça, ce sont des données tout à fait officielles que l'on trouve sur le site de l'Arctic Ross. Donc, les gens qui mesurent par satellite la surface de la calotte glaciaire au cours de l'année. Les différentes couleurs correspondent aux différentes années. Vous voyez qu'il y a une année particulièrement basse, celle indiquée en violet, c'est l'année 2012. Il paraît que 2016, ça va être encore plus bas. Bon, c'est intéressant à regarder, au moins pour comprendre ce qui se passe. J'ai représenté en ligne tirotée ici les mois de notre calendrier grégorien. Moi, franchement, je trouve qu'on voit rien. J'ai du mal à analyser, j'ai du mal à voir où est-ce que ça change, où est-ce qu'il y a une inflexion, où est-ce que ça bouge. Et vous ne le voyez pas parce que c'est de loin, mais les auteurs du graphique, en fait, ont mis des petites limites tous les 10 jours. Donc, quand j'ai voulu mettre ça selon le calendrier millésien, c'était très facile, parce qu'en fait, il y a le 10, il y a le 20 ou le 21 selon le mois, et donc on le représente très facilement. Voici le même graphique, mais sur une échelle avec les mois millésiens. Vous voyez aux équinoxes ce qui se passe? C'est tout à fait clair. C'est là que se passe la bifurcation. Équinoxe de printemps, on est au maximum. Équinoxe d'automne, on est au minimum. On le voit bien.
Et puis surtout, il y a des petits mouvements qui sont moins perceptibles. Ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle une inflexion. Elle est exactement à un franchissement de moi. Ici, vous voyez que toutes les courbes sont serrées les unes sur les autres. C'est juste sur ce mois-là. Ça vous vient à la figure directement. Alors après, il faut l'analyser. Ça, ce sont que des climatologues qui peuvent vous le faire. Mais vous, qui ne connaissez pas comme moi je ne connais pas la climatologie, je vois ça, ça me fait réfléchir. Je me dis, voilà, il faut regarder ça. Pourquoi il se passe ceci? Et d'ailleurs, les climatologues nous disent, en fait, le point important, c'est là. Ah oui, c'est comme les neiges éternelles. C'est la glace qui reste d'une année à l'autre. Et si elle diminue, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi, mais il va forcément se passer quelque chose. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé combien de temps dure le jour aujourd'hui. Avec notre calendrier, on peut à chaque endroit monter ce que j'ai appelé le cadran des saisons. J'ai appris à l'école primaire qu'au solstice d'hiver, la nuit ne durait que 8 heures environ. Par contre, en été, elle dure 16 heures. Je représente ça sur une échelle graduée. En plus, je sais que, évidemment, au solstice d'hiver, en gros, d'un jour à l'autre, la durée de nuit ne change pas. Par contre, à l'équinoxe de printemps, comme à l'équinoxe d'automne, elle augmente à peu près de 4 minutes par jour. Je mets là-dessus une aiguille qui indique à quelle date de l'année je suis. Là, j'ai indiqué, pas aujourd'hui, j'ai indiqué à la fin de second M. Ah ben, je lis directement. Hein. À la fin de second M, le jour dure 10 heures. Plutôt la nuit, oui, c'est ça, le jour dure 10 heures. Et la journée augmente très vite, de 3 minutes et demie. Ça se lit, c'est tout simple. Et puis je vois aussi autre chose. C'est que ce qui se passe à la fin de second M, c'est symétrique à ce qui se passe au début de 11e. Alors c'est pas tout à fait vrai, bien sûr. Mais nous, à notre niveau, qui est quelques minutes de différence, on s'en moque. On peut, avec ce système-là, appliquer une règle que connaissent tous les marins. Il y a des marins ici. La règle des 12e. La règle des 12e. Quand vous avez une marée, et vous devez calculer une hauteur de marée, vous avez une différence, vous avez ce qu'on appelle un marnage. C'est-à-dire, vous passez de, mettons, de 2 mètres à 14 mètres. Vous avez 12 mètres de marnage. Eh bien, la première heure, 1 mètre. La deuxième heure, 2 mètres. La troisième heure, 3 mètres. La quatrième, 3 mètres. La cinquième, 2 mètres. La sixième, 1 mètre. C'est simple comme bonjour. C'est la même chose ici. C'est la même chose. Donc on peut tous avoir ce petit truc en tête. Alors, parmi nous, il y a des non-matheux, il y a des matheux, bien sûr. Mais les matheux, ils ont ça, ça marchera. Pourquoi on ne le fait jamais avec le calendrier grégorien? Parce qu'il est tout décalé et que c'est trop compliqué. Hein, en général, on commence à essayer sur janvier-février, mais comme février est complètement décalé, ça fausse tous les calculs, donc on arrête. Alors, autre chose. Shakespeare et Cervantes sont morts tous les deux le 23 avril 1616. Ça, c'est ce que vous dit l'histoire. Mais ils sont morts à 10 jours d'intervalle. Miguel de Cervantes est mort en Espagne le 2 Quintem 1616, c'est-à-dire le 23 avril de notre bon calendrier grégorien, qui a été appliqué en Espagne le jour même où il a été appliqué à Rome. William Shakespeare est mort le 12 Quintem 1616. Mais oui, c'est-à-dire le 3 mai dans le calendrier grégorien. Car nos amis anglais, en 1616, utilisaient toujours le calendrier julien. Vous pensez bien, le pape ne pouvait pas avoir raison en Angleterre. C'était pas possible. Donc il n'a eu raison qu'un siècle et demi plus tard. Donc, vous voyez, toutes les dates qu'on vous fait apprendre,
juste avant les années 1600. Elles sont toutes fausses. Elles sont toutes décalées. C'est-à-dire qu'elles ne rendent pas compte de ce qui se passe réellement dans l'année tropique. Alors, allons beaucoup plus loin. On apprend aux enfants de 6e que les Égyptiens guettaient la crue du Nil par le lever héliaque de Sotis, de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Elle apparaissait le petit matin, juste avant le lever du soleil. Quand elle réapparaissait, c'était le signal de la crue du Nil. Alors, il y a un superbe calcul qui est proposé sur le site de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, qui est d'ailleurs le bureau des longitudes, si vous voulez. Ce calcul vous dit, voilà, vers 1300, le lever héliaque de Sirius, c'était vers le 16 juillet. Le 16 juillet, il n'y avait pas de calendrier romain en moins 3200. En fait, c'est ce qu'on appelle le calendrier julien proleptique, c'est-à-dire qu'on dit, oh, bah, ce calendrier est commode, on remonte en arrière avec le même. Mais on utilise le calendrier julien. Rappelez-vous, celui qui décale de 3 jours tous les 400 ans. Et donc, on vous dit, voilà, vers 1300, vers 3200, le lever héliaque de Sirius, c'est vers le 16 juillet. À l'époque de Jules César, moins 50. Ah oui, c'est un peu décalé. C'est au 19 juillet. Oh, c'est à peine décalé. Rien du tout. Regardez ça. Vers 3200, le lever héliaque de Sirius, c'est le 29 sextème. C'est le solstice, en effet. C'est le solstice d'été. À un jour près. C'est le solstice d'été. Mais à l'époque de César, c'est le 26 septembre. Dites, c'est beaucoup plus tard. Ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, ça n'avait plus rien à voir. La crue du Nil était commencée depuis longtemps, à cette époque-là. Donc les astrologues ne prévoyaient plus grand-chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vous propose? Un calendrier perpétuel. Qu'est-ce que c'est quoi un calendrier perpétuel? C'est une petite table qui vous permet de prévoir, de calculer le jour de la semaine et aussi la lune, parce que la lune est importante, à n'importe quelle date. Comment faire? En fait, il y a des techniques qui sont déjà connues, qui étaient déjà utilisées, mais qui sont tellement compliquées qu'elles ne viennent pas jusque chez les utilisateurs. Le principe, c'est chaque année, il y a ce qu'on appelle un jour clé. Le mathématicien anglais John Conway appelle ça le Doomsday, le jour du jugement. C'est très joli, car ce jour du jugement, c'est le dernier jour de février, quel qu'il soit, 28 ou 29. Et c'est le dernier jour de l'année milésienne, quelle qu'elle soit, 32e ou 31e. Et c'est le même, ça c'est extraordinaire, c'est le même jour, c'est le même calcul. Et puis, deuxième notion, une notion qui nous vient des astronomes grégoriens, c'est l'épacte. L'épacte, c'est le décalage de la Lune au début de l'année. Alors, évidemment, là, par contre, c'est l'épacte milésienne, c'est le décalage pour le calendrier milésien. D'accord? Il y a des formules de calcul pour ces deux quantités qui sont valables de l'année moins 800 à l'année 2400. Ça va, je pense. Hein. Au-delà, je ne crois pas qu'on ait besoin vraiment de ces calculs. Et par exemple, en 2016, eh bien, le jour clé de l'année, c'est lundi. Donc le 21 mars, c'était lundi, vérifiez tous. Le 21 mars, c'était lundi. Et puis, il y a des jours clés dans l'année, même en grégorien, c'est notamment tous les mois pairs, c'est facile. 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12. 4 avril, 6 juin, 8 août, 10 octobre et 12 décembre. Ce sont des jours magiques ou des jours clés. Et donc, si on dit 8 août, ça veut dire 15 août. Donc, le 15 août 2016, c'est un lundi. Ah oui. Et donc, 2017, il y a un jour de décalage. Ce sera un mardi. D'accord? Et en 2016, donc, l'épacte est de 10. Alors, l'épacte, c'est bien parce que dans le calendrier perpétuel, le premier mois commence un premier lunaire. Le troisième mois, c'est un 3 lunaire.
Le 5e mois, c'est un 5 lunaire. Pourquoi? Parce que 2 lunes, c'est 59 jours. À quelques pouillèmes près. Mais sur une année, le pouillème, ça n'a pas d'importance. Donc, 2 mois lunaires, 59 jours. 2 mois milésiens, je rappelle, 61 jours. Donc, on décale de 2. Donc là, c'est tous les premiers des mois, on décale de 2. Donc, premier unème, premier de la Lune. Premier terthème, 3e de la Lune. D'accord? Et donc, ça a permis de voir que le 30 terthème était tout proche de la pleine Lune. Et c'est pour ça que Pâques était très, très, très tôt cette année, de manière exceptionnelle. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a ça, c'est qu'on utilise une table, j'en ai ici, je vous la laisserai, qui permettent de calculer. Alors, vous voyez, il y a la Lune, et les jours en inversé, ce sont les jours clés. Voilà, toute date, âge de la Lune. Et ça vous permet de reprendre la maîtrise du temps. Merci à vous.